11h05, c'est parti. Merci pour votre l'attente et d'avoir laissé le temps d'arriver à tous les participants qui sont très très nombreux. C'est une excellente nouvelle. Alors, première chose, je vous rappelle l'ADN de nos webinaires. Sont des formats relativement courts, entre, je dirais, une demi-heure et 1 heure. L'objectif numéro un, c'est de laisser le maximum de place aux questions. Je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions sur la droite de l'écran nous nous efforcerons avec Aliénor et Jean de répondre au maximum de questions et de la manière la plus détaillée et concrète possible pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le sujet du rail. Deuxième élément, deuxième ADN de nos webinaires, on va essayer de faire quelque chose de dynamique et d'essayer je dirais, de vous partager le maximum d'informations de la manière la plus efficace et concrète pour vous possible. L'objectif est très simple, c'est vous donner une vision claire du mode de fonctionnement du rail, des différents avantages, inconvénients et des types d'usages qui sont utilisés aujourd'hui par les importateurs et les exportateurs. Il y a évidemment une partie aussi de ce webinaire qui servira peut-être à déconstruire quelques idées reçues qu'on peut avoir aujourd'hui sur le rail. Premier élément sur lequel je passe rapidement, Oversea, vous le savez peut-être, nous sommes un commissionnaire de transport digital. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous mettons à disposition de nos clients des outils et principalement une plateforme qui va permettre de digitaliser et de simplifier toute une partie des interactions depuis la demande de cotation jusqu'à la facturation. Outil plébiscité puisqu'aujourd'hui on compte plus de 500 clients et qui s'accompagne, je dirais, d'un savoir-faire et d'une démarche qualité très importante. Vous le savez peut-être, mais on vient d'obtenir la certification EA Full la semaine dernière. On est agréé IATA et on est, je dirais, un commissaire de transport d'un nouveau genre pour accompagner les clients sur je dirais, le contexte compliqué actuel qui demande de l'agilité et je dirais un savoir-faire transport fort allié à de la visibilité sur tous vos transports. Voilà pour Oversea. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Vous le savez, aujourd'hui, le contexte et l'époque que nous vivons est assez singulière dans l'histoire du transport international. Les problématiques d'équipement, les stratégies de certains opérateurs de fret, de compagnies maritimes notamment, créent un contexte assez singulier. C'est, je pense, un moment assez à part dans l'histoire du transport international. Et ce contexte-là complique toute une série de sujets que vous pouvez connaître aujourd'hui si vous êtes importateur ou exportateur. En plus de cela, il y a certains éléments qu'il faut garder en tête pour bien comment dire réaliser que la fin d'année et je dirais jusqu'au Chinese New Year sera une période qui sera excessivement compliquée à gérer. Qu'est-ce qu'on peut avoir en tête? Il y a évidemment ce qu'on appelle le Black Friday qui génère des problématiques de capacité et d'augmentation de taux. Il y a évidemment les fêtes de fin d'année avec Noël. Il y a cette année en plus la sortie de certains produits high-tech comme les dernières consoles de salon ou les derniers produits d'Apple par exemple qui, je dirais, diminuent la capacité disponible sur le marché et qui viennent tendre encore plus les sujets transport à l'import de fin d'année. Le boom du e-commerce est effectivement un élément aussi supplémentaire sur ces tensions de fin d'année. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que les imports de ce qu'on appelle équipement de protection individuel de pays, donc masques, gants, blouses, etc., sont aussi des sujets du moment qui viennent, je dirais encore une fois, diminuer la capacité. Et on anticipe comment dire, des perturbations fortes qui seront liées à la distribution du vaccin Covid-19 lorsqu'il sera disponible. Et voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, certains estiment qu'il faudra plus de 8000 avions cargo pour distribuer et transporter les différentes doses qui sont prévues euh, un peu partout dans le monde. Un point important, c'est que dans ce contexte très compliqué, les taux de fret poursuivent leur hausse, que ce soit dans le transport maritime ou dans le transport aérien, avec des problématiques records de capacité réduite et de pénurie d'équipements et de conteneurs, comme vous le savez, qui est le sujet du moment. Face à cette crise, il y a évidemment les modes de transport traditionnels, toujours évidemment l'aérien et le maritime, mais
ce qu'on constate, nous, c'est que le rail s'impose de plus en plus comme une troisième voie pour nos clients, notamment parce que il offre, je dirais, un cocktail je dirais, transit time plus court et de prix moins élevés que l'aérien qui rend ça excessivement intéressant pour nos importateurs. Rien n'est parfait pour autant. Le rail a aussi évidemment un certain nombre d'inconvénients. Sans plus attendre, je vous présente les intervenants qui seront avec nous aujourd'hui. Donc je commence par Aliénor, qui nous fait le plaisir et le bonheur d'être avec nous, qui est responsable transport et logistique de la société Asmodée, que vous connaissez probablement pour la distribution de jeux de société qui marche très bien en ce moment. Je laisserai Aliénor en parler beaucoup mieux que moi. J'en profite pour vous présenter Jean de Lavernay, qui est notre Head of Procurement et donc responsable des solutions, je dirais, de transport maritime aérien et de la relation avec nos fournisseurs, et Arthur Barias, cofondateur et CEO d'Oversea. Je vous présente rapidement aussi le déroulé de la présentation et je nous laisserai rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Premier élément, passer rapidement sur les grands, je dirais les grandes structures et les grands intérêts du rail aujourd'hui, ce qui en fait, je dirais, une troisième voie par rapport au maritime à l'aérien. Deuxième chose, rentrer dans le détail du mode de fonctionnement du fret ferroviaire, en particulier depuis la Chine et l'Europe. Ensuite, troisième élément, vous savez que le rail a aussi évidemment toute une série de limites et de problématiques dans l'usage aujourd'hui, et on essaiera d'y revenir aussi pour vous aider à anticiper ces problématiques-là. On aura la chance d'avoir un témoignage d'Aliénor avec lequel on a pu travailler sur euh, les sujets de transport ferroviaire. Et ensuite, on essaiera de garder le maximum de temps, j'insiste là-dessus, sur vos questions et répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Merci à tous. Je laisse la parole à Jean pour commencer cette courte présentation. Merci Arthur pour l'introduction du sujet. Et bonjour à tous. Donc je vous propose de commencer par deux chiffres. Donc 30%, actuellement c'est le pourcentage moyen de rollover en maritime en sortie de Chine. Et 10 dollars pour 10 dollars par kilo, c'est un taux de fret approximatif pour un import aérien depuis Shanghai. Donc actuellement, le fret maritime conteneurisé est peu fiable et le coût du fret aérien a explosé. Donc le fret ferroviaire entre la Chine et l'Europe est une alternative vraiment intéressante. Alors, le fret ferroviaire, avant tout, c'est un mode de transport simple d'usage, plus rapide que le maritime et plus économique que l'aérien. On va rentrer un peu plus dans le détail. En matière de routing, vous avez plusieurs hubs ferroviaires en Chine. Parmi les plus importants, on a Zhengzhou dans la province du Henan et Xi'an dans la province du Shaanxi, d'où on peut desservir des hubs ferroviaires en Pologne, en Allemagne et en Belgique. Et depuis ces hubs ferroviaires, on dessert très facilement une grande partie de l'Europe, dont la France, bien sûr. Ensuite, les transit times sont plus avantageux qu'en maritime. On peut prendre pour exemple le cas d'un transport d'un conteneur complet 40 pieds iCube de Shanghai à la région parisienne. Dans ce cadre-là, on aurait un transit time door to port d'environ 6 jours en ferroviaire contre 4 jours en maritime. On aurait un transit time port to port de 18 jours en ferroviaire contre environ 34 en maritime. Et enfin, on aura un transit time port to door de 5 jours en ferroviaire pour à peu près la même chose en maritime. Au total, on a un transit time door to door de 29 jours en ferroviaire contre 43 jours en maritime. Il faut ajouter à cela un élément qui est que le fret maritime est soumis aux conditions de mer, élément très difficile à prévoir précisément et impossible à maîtriser. Ensuite, donc, en regard de ça, il faut voir que le transport ferroviaire subit moins d'aléas météorologiques. Ensuite, les coûts sont plus bas qu'en aérien. À ce moment-là, on peut donner 3 éléments tarifaires. En groupage ferroviaire, on est autour de 130 dollars par mètre cube de Zhengzhou à Liège. En conteneur complet ferroviaire, on est environ à 5000 dollars par 40 pieds iCube de Zhengzhou à Liège. Et en aérien, on est environ à 10 dollars par kilo de Shanghai à Paris. On peut faire une seule comparaison rapide. Pour un lot de 50 mètres cubes et 9 tonnes, on aurait donc 5000 dollars en conteneur complet ferroviaire contre 90 000 dollars en aérien.
On pourrait multiplier les exemples, notamment en groupage. Le résultat serait le même. Avec le ferroviaire, il est possible de diviser par plus de 10 le coût du fret. C'est une donnée qui est intéressante pour les transports non urgents. Maintenant, on peut entrer dans le fonctionnement du fret ferroviaire entre la Chine et l'Europe, dans les rouages de tout ça. Un point pour commencer sur les acteurs. Alors, la première chose, c'est que l'État chinois est en première ligne pour le développement de cet axe ferroviaire Chine-Europe depuis plusieurs années et sur le long terme. Il y a 3 types d'acteurs sur l'axe Chine-Europe. La CRCT, qui est la société publique chinoise en charge du réseau ferroviaire chinois et de la coopération avec les autorités ferroviaires étrangères sur l'axe. On a les opérateurs ferroviaires régionaux, qui sont en charge de l'organisation des transports et de la gestion des terminaux. Et enfin, on a des commissionnaires de transport chinois spécialisés en ferroviaire qui fournissent des services de booking et de suivi. Maintenant, on peut faire 3 points rapides sur l'organisation concrète des transports. Donc, premier point, on utilise majoritairement des conteneurs 40 pieds iCube, et cela pour faciliter, pour optimiser l'utilisation des châssis. Néanmoins, le 20 pieds n'est pas un problème et il n'y a rien d'impossible pour ça. Deuxième point, l'Incoterm Xworks est la configuration la plus simple et la plus économique pour un import ferroviaire depuis la Chine. Les distances entre les usines de production et les hubs ferroviaires sont souvent importantes et donc il est plus simple et plus économique que l'opérateur ferroviaire concerné fasse lui-même le préacheminement plutôt que le fournisseur. Cela dit, le FOB est également possible. Troisième point, le fonctionnement documentaire est très simple. En FCL, on a un document de transport qui s'appelle le SMGS et en LCL, on a des BL comme en maritime. Seul point à retenir, pas de difficulté particulière pour la documentation en ferroviaire. Mais il faut également évoquer les limitations du rail. 3 éléments. Premier élément, on a des limitations en matière de marchandises et d'équipements. En effet, on ne peut pas transporter de cargaison liquide, on ne peut pas transporter de matières dangereuses. Il y a des restrictions pour des conteneurs 20 pieds, comme on l'évoquait précédemment, mais rien d'impossible, encore une fois. Deuxième élément, on rencontre des phénomènes de congestion, de retard et de pénurie de conteneurs. C'est vrai, l'axe ferroviaire Chine-Europe rencontre beaucoup de succès. Il subit un effet de report à cause des défaillances du fret maritime. Et par conséquent, on a une forte congestion sur cet axe ferroviaire qui engendre des retards, voire des annulations. Et à cela, il faut ajouter parfois un manque de conteneurs lié à la très forte demande de transport ferroviaire. D'après nos expériences, c'est l'opérateur de Zhengzhou qui s'est avéré le plus réactif pour prévenir de ce genre de problème. Troisième et dernier élément, l'avantage écologique est discutable. D'après certaines études, le bilan carbone d'un transport ferroviaire serait moins bon que celui d'un transport maritime. Je n'entrerai pas dans le détail ici, mais c'est une donnée à prendre en compte. Et il faut aussi prendre en compte ça. Ce bilan carbone reste largement meilleur que celui d'un transport aérien. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour les questions qui sont déjà arrivées. Donc tout cela est assez théorique. Donc je vous propose d'aborder un exemple plus concret. Donc Asmodée, que vous connaissez déjà peut-être par des jeux comme Colon de Catane, comme Time's Up et Seven Wonders, a commencé à faire du rail avec Oversea pendant le premier confinement. Aliénor Crépin, qui est donc responsable transport et logistique chez Asmodée, a eu la gentillesse de bien vouloir témoigner, donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup Aliénor. Merci Jean. Donc effectivement, donc comme tu le précisais, donc je suis responsable des transports et de la logistique donc pour Asmodée Group au sein de notre service supply chain. Donc effectivement, donc Asmodée, comme tu l'as bien présenté pour commencer, c'est un éditeur, un distributeur de jeux de société. Donc là, on a quelques exemples. On a des exemples autres comme le Double, le Jungle Speed, plein d'autres jeux, le Dixit, etc., qu'on distribue un peu partout dans le monde entier. Effectivement, donc on est présent à l'international sur à peu près une 50aine de pays aujourd'hui, par nos filiales, mais aussi par nos clients export. Donc voilà, on fait majoritairement d'imports de Chine. Ça représente à peu près 50% de nos imports aujourd'hui. Donc principalement en maritime, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pandémie plus la période de Noël qu'on a en ce moment, du coup, on est amené à trouver d'autres solutions plutôt express pour pouvoir faire face à toutes ces hausses de tarifs et cette non-fiabilité du maritime aujourd'hui qu'on rencontre. Et donc, comme l'expliquait Jean, on a commencé, donc on a entamé des relations avant le confinement avec Oversea. Ça nous a permis de faire face et de bien anticiper les demandes qu'on a rencontrées pendant la période de pandémie. On a lancé effectivement un premier train avec Oversea sur cette période. Donc on a beaucoup apprécié l'aide d'Oversea sur ce sujet, puisqu'on partait un peu bille en tête en partant sur de l'avion, qui était beaucoup plus compliqué, évidemment beaucoup plus cher, comme c'est noté là, 10 fois plus cher qu'un maritime. Donc voilà, et au final, Oversea nous a proposé cette solution en rail qu'on avait déjà fait auparavant, mais on était un peu plus frileux. Maintenant, c'est vrai qu'on a trouvé une solution beaucoup plus fiable avec Oversea. Toutes les opérations de documentaire, de mise en relation entre le fournisseur, l'agent, se fait de manière très simple. On a seulement besoin de les mettre en contact, voilà. À partir de ce moment-là, on voit pas beaucoup plus de différence que du maritime, au contraire. On est informé en temps réel sur la plateforme d'Oversea du transport en cours, du booking, des décalages, des retards s'il y en a, comme le précisait Jean sur la slide précédente. Donc voilà, donc c'est plutôt un moyen fiable. C'est vrai que les délais, ça nous a permis de respecter notre deadline qu'on avait donc sur cet import de set de jeu pour le jeu Ticket to Ride. Donc voilà, donc on a récupéré une vraie fiabilité de la part de l'équipe Oversea sur ce transport express. Et aujourd'hui, comme c'est noté, c'est vrai qu'on a continué à faire ce mode de transport, passer par le rail. En ce moment là, on a 4 transports ferroviaires en cours, donc sur 4 fournisseurs différents. Donc tout aussi simple, peu importe le fournisseur chez qui on part, que ce soit au nord de la Chine ou au sud. On a 4 destinations différentes en Pologne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas en ce moment aussi. Donc voilà, c'est un moyen vraiment très fiable, je trouve. Le seul petit conseil que je donne à tous sur le rail, c'est d'anticiper au maximum vos demandes. Pas s'y prendre une semaine avant la mise à dispo, mais de l'anticiper au moins 3 semaines ou un mois avant pour pouvoir obtenir, voire peut-être plus si j'en reconfirme derrière, mais pour s'assurer qu'on puisse partir avec le premier train disponible dès la mise à dispo de votre marchandise en Chine. Donc voilà, merci à l'équipe Oversea pour cet accompagnement et pour le coup, on en est plutôt satisfait jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Aliénor, merci pour ce témoignage. Les conclusions, je pense que vous les avez peut-être déjà identifiées. Donc c'est pour faire simple, c'est plus rapide que le maritime et moins cher que l'aérien. C'est particulièrement pertinent dans le contexte actuel de dégradation du service des compagnies maritimes et ça se lance, j'ai envie de dire, aussi facilement qu'un import maritime ou un import aérien. Et donc, c'est une solution qui nous paraît intéressante. On y reviendra à la fois pour des conteneurs complets et du groupage. Donc, l'objet aussi, voilà, de ce webinaire, c'était je dirais, crédibiliser l'option rail pour que toute une partie des chargeurs intègrent ça dans leur réflexion. Et je trouve que de ce point de vue-là, le témoignage d'Aliénor était, je trouve, très sécurisant et va dans le bon sens de notre point de vue. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est d'enchaîner sur la réponse aux questions. On a la chance d'avoir reçu déjà énormément de questions, donc on va essayer de vous d'y répondre dès maintenant. Première question de Tanguy qui nous demande si il n'y a pas un problème d'équipement en ce moment en Chine qui impacte le transit time ferroviaire aussi. Jean, je ne sais pas si tu veux.
Alors, c'est une très bonne question en effet, et ça rejoint une autre question qui a été posée, il me semble par Gaëtan. Il y a tout à fait un début de problème d'équipement sur le ferroviaire. C'est sûr que par effet de report, il y a eu une demande exponentielle sur le ferroviaire dernièrement. Euh, En revanche, actuellement, les problématiques d'équipement restent plus faibles que ce qu'on connaît en maritime, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en maritime, c'est vraiment très compliqué en ce moment dans les ports chinois. Euh, il y a vraiment un élément pour pallier cela, c'est l'anticipation. En effet, comme le disait Aliénor, avec une avance conséquente, 3 semaines par exemple, on arrive à sécuriser la mise à disposition d'un conteneur vide pour réaliser le positionnement et ensuite acheminer le conteneur jusqu'à un hub chinois pour départ sur cet axe Chine-Europe. J'en profite pour plutôt poser des questions qui ont été comment dire validées par notre auditoire. J'ai une question de Frédéric qui demande s'il y a possibilité de transporter des produits sous température dirigée, reefer, en rail. Jean, je sais pas si tu... Oui, pardon. Donc ça, c'est un élément qui est à l'étude. On peut tout à fait se pencher sur la question. C'est pas encore le cœur de notre activité en ferroviaire. Néanmoins, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables en effet. Excellent. On a une question aussi, me semble-t-il, de Joël qui nous demande si le transport du DGD est-il limité ou exclu. Malheureusement, il est exclu. La politique des opérateurs ferroviaires est très stricte sur ce point. C'est probablement lié au sujet de coopération réglementaire entre les différents pays que traverse cet axe Chine-Europe. Une question d'Isabelle qui nous demande si dans l'autre sens, UE vers Chine, c'est également une solution intéressante. Oui, tout à fait. Solution en effet intéressante dans l'autre sens également, d'autant plus qu'on peut gagner considérablement en transit time par rapport au maritime, dans le sens Europe-Chine, encore plus que dans l'autre sens. Et également, il y a un intérêt que vous imaginez bien de tous les opérateurs ferroviaires à rapatrier des conteneurs de l'Europe vers la Chine, parce que le flux majoritaire, comme l'évoquait quelqu'un dans les questions, en effet, est bien celui de la Chine vers l'Europe. Donc rapatrier des conteneurs vers la Chine, c'est quelque chose qui intéresse les opérateurs ferroviaires et c'est quelque chose qu'on fait, nous, de notre côté chez Oversea. Ouais, j'en profite pour saluer un de nos clients qui est présent au webinaire, qui est Stérénerie du Bois, avec lequel on a mis en place ce genre de solution à l'export sur la Chine, qui fonctionne effectivement très bien, avec des transit time courts et encore une fois l'intérêt des carrières je dirais, repositionner les conteneurs vides en Asie. Question d'Hélène qui nous demande si les produits dangereux peuvent partir avec ce mode de transport. Même réponse, j'imagine Jean, que pour la question de Joël. Oui, tout à fait. Pardon. C'est la même chose en effet. Parfait. Euh, Anaïs nous demande où trouver des éléments sur le bilan carbone du rail. Alors, il y a un site qui fournit un premier élément de réponse, qui est Ecotransit, et donc qui permet d'étudier un peu ça plus en détail. Un élément intéressant là-dessus, c'est que l'alimentation des trains sur l'axe Chine-Europe est électrique. Donc on pourrait, à première vue, se dire que c'est plus écologique que le maritime parce que les navires, les porte-conteneurs sont propulsés avec des fuels lourds. Mais en réalité, quand on rentre un peu dans le détail, et c'est la démarche qu'a adoptée Ecotransit, on se rend compte que l'électricité qui sert à faire donc qui permet à ces trains de fonctionner est d'origine thermique, et donc en fin de compte, le bilan carbone est supérieur en ferroviaire par rapport au maritime. Et encore une fois, il est largement inférieur à celui de l'aérien.
Ouais, l'objectif c'est de vous partager la compréhension que comme le rail fonctionne sur enfin le mode de production d'électricité des pays qui sont traversés par le rail va, je dirais, définir le bilan carbone qui est fait selon si c'est de la production sur des centrales à charbon ou de l'énergie nucléaire ou de l'énergie principalement issue de barrages, etc. Et donc je dirais, c'est ce mix-là qui va déterminer l'impact global de l'impact carbone du rail et qui du coup donne une vision différente si l'on regarde le mode de production d'électricité en Chine par exemple de ce qu'on peut avoir en France ou ailleurs. Une question particulièrement intéressante je trouve Jean qui nous vient de Géraldine qui nous pose la question à partir de quel poids ou quel rapport poids-volume le rail est-il réellement intéressant? Alors, il est intéressant d'entrée de jeu si vous le comparez à l'aérien. En effet, en aérien, aujourd'hui, même pour un petit lot, on va rencontrer on va rencontrer un problème de prix parce qu'il y a un engorgement qui est assez fort, une demande qui est très très élevée. Et à l'inverse, pour un temps de transit time plus long, en effet, de 17 jours environ, d'un hub chinois à un hub européen, vous aurez des prix nettement plus avantageux en ferroviaire. Donc, en fait, c'est une question qu'on peut se poser pour des petits lots également. J'ai parlé pendant la présentation d'un exemple de conteneur complet, mais on fait du groupage également en ferroviaire. C'est quelque chose qui est largement pratiqué et qui peut s'avérer très intéressant pour des lots non urgents que vous n'avez pas besoin de voir acheminer entre la Chine et l'Europe en un jour ou 5 jours, mais pour lesquels vous pouvez admettre un transit time donc hub à hub d'environ 17 jours. Jean, question de Franz qui nous demande bonjour, faut-il un packaging spécifique? Alors, il n'y a pas de packaging spécifique et là encore, ça rejoint un élément qui est que, en réalité, le fret ferroviaire, c'est quelque chose d'actionnable directement. Il n'y a pas de spécificité extraordinaire. Il s'agit de préparer le transport comme on le fait pour un import aérien ou maritime classique. La constitution de palettes filmées et qui sont dont la préparation est rigoureuse suffit amplement pour le démarrage d'un transport ferroviaire. Excellent. Alors une question sur le développement du rail, Jean. Les hubs ferroviaires en Europe, question d'Arnaud, les hubs ferroviaires en Europe se concentrent en Belgique et en Allemagne. Coût du développement du rail en France dans le cadre de la route de la soie. Alors pour le moment, il y a en effet des projets, c'est encore prospectif. Pour le moment, les plus grands hubs, donc les têtes de rail, quand il s'agit de cargo en ferroviaire, restent malheureusement encore hors de France. Cela dit, je me permets quand même d'insister sur le fait que Liège est donc un hub qui est vraiment très près de tout un bassin français que chez Oversea on a l'habitude de desservir très régulièrement. Donc en fait, ça pose très très peu de difficultés, ni douanières, ni opérationnelles. Là encore, ça me permet de souligner le caractère en fait assez simple et je pense de peut-être démystifier le ferroviaire. C'est vraiment il n'y a pas de difficulté particulière pour faire transiter en tout cas des conteneurs ou des lots qui ont été envoyés en groupage de Liège ou de Duisbourg vers la France, voire même le sud de la France. Question d'Adrien. Actuellement, combien de temps à l'avance faut-il booker un train pour s'assurer une place? Le réseau train apporte-t-il un avantage de durée? On s'en est parlé. Et de coût également, comparé à l'aérien, mais a-t-on autant de places et de départ qu'en Sea Freight? Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, en effet, il est intéressant comme le disait Alinor, de vraiment prévoir une avance conséquente en ce moment. Toute la chaîne logistique, tout mode confondu, est affectée en ce moment sur l'axe Chine-Europe. Le rail est parmi les alternatives les plus intéressantes. Néanmoins, la même règle de prudence s'applique. 3 semaines d'avance pour préparer correctement un import ferroviaire, pour s'assurer de l'espace disponible et pour pouvoir réagir en cas d'imprévu. Et concernant la capacité, pour l'instant, on arrive sans difficulté à transporter de la marchandise.
n'y a pas disons que les sujets de capacité sont beaucoup moins importants qu'en maritime ou qu'en aérien. En revanche, ce qui pose problème et ce qui était évoqué pendant la présentation, qui rejoint d'ailleurs une question également de Geoffrey Nitas, ce qui pose problème, c'est un problème de congestion. La congestion n'a pas tant lieu dans les hubs chinois. Elle n'a pas vraiment lieu ni à Liège ni à Duisbourg. La congestion la plus forte, en réalité, on la rencontre dans des hubs de transbordement sur le parcours de l'axe ferroviaire entre la Chine et l'Europe. Vous avez des stations transfrontalières qui servent à transférer donc des conteneurs d'un réseau ferroviaire à un autre, et c'est à ces points de transbordement qu'on rencontre de la congestion aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça le cœur du sujet. Mais encore une fois, ça c'est des choses qui sont anticipées par les opérateurs ferroviaires et par la CRCT. Donc en fait, on est averti en amont et au stade de la préparation du départ d'éventuels problèmes, ce qui peut engendrer des retards ou des annulations. Mais pour pallier ça, en tant qu'importateur, si vous prenez une avance conséquente, encore une fois, vous prémunissez contre ça, vous augmentez vos chances de réserver de l'espace sur un train, et vous donnez le délai nécessaire pour envisager, pour nous permettre à nous, Oversea par exemple, de trouver une solution alternative si jamais il y avait on annonçait un problème, un retard ou une suspension. Ouais, Jean, du coup, réponse partielle à la question de Lorena notamment, qui relevait le fait qu'il y avait des congestions très importantes sur certains de leurs transports ou certains imports ferroviaires. Et Lorena pose la question de savoir quelles sont les solutions qui sont étudiées pour limiter les congestions à l'avenir. Alors, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, donc je le disais, la congestion touche majoritairement les hubs de transbordement. On rencontre des phénomènes, comme vous l'imaginez, la chaîne ferroviaire entre la Chine et l'Europe est secouée. Elle tient bon et elle est vraiment intéressante, encore une fois, par rapport à d'autres vecteurs. En revanche, oui, il y a actuellement des difficultés, parfois à sortir des conteneurs d'un terminal, à obtenir un dédouanement rapide, à mobiliser des tractionnaires pour aller chercher des conteneurs. Les solutions envisagées, j'en compte deux. La première, c'est de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires en Pologne, en Allemagne, en Belgique, chose qu'on fait quotidiennement actuellement pour suivre de très près toutes les disruptions, et vous pouvez être assuré que, Oversea, on a vraiment pour leitmotiv d'informer nos clients en temps réel. Donc si une disruption intervient, on vous préviendra en amont. Cependant, ce qui est de l'ordre de l'incontrôlable ou du cas de force majeure logistique, on ne pourra pas toujours le prévenir. En revanche, on pourra vous en prévenir. Et donc ça c'est quelque chose qu'on fait. Question de David. Bonjour, le groupage de marchandises de plusieurs fournisseurs en Chine avant la mise sur le rail est-elle possible? Oui, c'est tout à fait possible. On a donc des partenaires en Chine qui sont tout à fait en mesure de réaliser des consolidations, d'assurer du stockage pour permettre à différents fournisseurs de livrer une marchandise pour préparer un départ ultérieur en ferroviaire. Donc, pour faire court, oui, c'est tout à fait possible. Question de Vincent. Est-ce qu'Oversea utilise des commissaires de transport chinois spécialisés, comme indiqué sur la slide numéro 11, un seul en Chine, ou bien dépendant du terminal? Cette question pour comprendre si certains sont plus performants que d'autres et à privilégier pour éviter les aléas. Alors c'est une excellente question. En effet, nous, on utilise pour rendre le fonctionnement de notre axe ferroviaire, notre travail en ferroviaire encore plus efficace, on utilise les services de ces commissionnaires chinois ferroviaires qui nous donnent un énorme atout en matière de suivi et de rapidité de booking. On en utilise plusieurs. C'est moins selon le hub que selon les spécificités de chacun et la disponibilité de chacun en temps réel. Ça nous permet de jongler, d'être agile, et en effet, c'est un vrai atout pour nous, et on a la chance de pouvoir compter sur des gens qui sont extrêmement fiables, extrêmement réactifs et qui répondent parfois à des heures un peu impensables pour la Chine. Donc ça, on a une chance énorme d'avoir ces partenaires-là.
Question d'Ophélie. Bonjour, existe-t-il des cartes disponibles des différentes lignes ferroviaires depuis la Chine, mais également depuis la Russie, comprenant les stations de livraison possibles en Europe? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra vous fournir. Vous avez déjà un premier élément de réponse qui figure sur la présentation. Il y a un réseau qui est important. Je maintiens quand même que pour favoriser la fiabilité de vos transports en ferroviaire, on va quand même essayer de viser majoritairement les hubs principaux parce que c'est ceux qui bénéficient de la desserte la plus régulière, qui offrent le plus de capacité. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, on peut vous fournir des cartes avec les différentes possibilités diverses et variées. Nous, on constate à l'usage que souvent, la simplicité est trouvée dans l'utilisation de Liège, Duisbourg, donc des hubs principaux, des hubs majeurs pour distribuer dans toute l'Europe. On a par exemple effectué des livraisons depuis Liège jusque dans les Alpes-Maritimes. Donc, vous voyez qu'on peut couvrir des distances importantes. C'est pas quelque chose qui est problématique. Question de Valérie. Combien de jours faut-il rajouter aux 17 jours pour une livraison en région Rhône-Alpes, sans import et à l'export? Alors, donc à partir dans le sens, hein, je vais commencer par le sens import. Une fois que le conteneur est arrivé à Liège, de la même manière en réalité qu'en maritime, donc en conteneur complet, pour avoir des opérations pour laisser le temps aux opérations de manutention, laisser le temps au dédouanement, puis à la livraison, il faut compter un délai d'environ 5 jours. C'est une approximation. Et en réalité, dans l'autre sens, donc de la région Rhône-Alpes vers Liège ou un autre hub européen, on compte environ le même temps, 5 jours. Merci Jean. Question de Gaël. Les volumes exportés vers la Chine étant plus faibles, ne risquons-nous pas une pénurie de trains venant de Chine dans les semaines à venir? Alors, les trains circulent. Il y a des problématiques d'équipement, en effet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les opérateurs ferroviaires, s'ils ne peuvent pas bénéficier de booking pour des exports depuis l'Europe vers la Chine, ils vont de toute façon rapatrier les conteneurs vides. Ce sont des opérations logistiques qui sont à peu près identiques, pour ceux qui sont familiers de ça, à celles réalisées par les compagnies maritimes qui suivent de très près la répartition de leur flotte de conteneurs. De la même manière, les conteneurs sont rapatriés vers la Chine. Cependant, c'est vraiment un bon point, en effet. L'une des raisons pour lesquelles la chaîne logistique dans son ensemble et le ferroviaire est affecté, c'est en effet ce déséquilibre fort entre l'export chinois et l'export européen, tout à fait. Question de Stéphanie, à laquelle je me permettrai de répondre. Bonjour, est-il toujours possible de charger des produits fragiles tels que le high-tech en rail en sortie de Chine? La réponse est oui, puisque pour information, il nous arrive relativement fréquemment de charger des produits high-tech, donc pour un certain nombre de clients en sortie de Chine. Et Jean, je te laisse peut-être confirmer certains éléments. Oui, tout à fait. Donc c'est tout à fait possible. Solution intéressante pour rendre complètement infaillible donc la préservation de vos cargaisons sur l'axe ferroviaire, c'est le conteneur complet, dans la mesure où une fois que vous posez le plomb sur le conteneur, vous avez la garantie que votre marchandise n'est pas touchée, manipulée dès lors qu'elle est dans le conteneur, et donc vous la trouvez préservée, intacte à l'identique sur le lieu de livraison en Europe. Question de Magali. Bonjour, la livraison depuis Liège ou Duisbourg est-elle effectuée via train ou via route sur le sud de la France par exemple? Alors, il est tout à fait possible d'avoir des solutions ferroviaires pour poursuivre, en effet, dans le même thème, entre Liège et le sud de la France. En revanche, nous, jusqu'à maintenant, on a
surtout conseiller une traction tout route. Pourquoi? Parce que ça permet d'effectuer la livraison rapidement. Je disais tout à l'heure, lorsqu'on répondait à une des questions sur les transit time port to door, le délai d'environ 5 jours, ça, c'est un élément qui vaut pour une traction tout route, et donc ce qui permet de gagner un peu en transit time. Néanmoins, au besoin, il est tout à fait possible d'envisager un poste acheminement avec une combinaison route et rail, parce que c'est des solutions qui existent et les infrastructures existent. Question de Valérie qui rejoint celle de Brian. Quid du groupage et combien de temps faut-il rajouter aux 17 jours pour une livraison en Rhône-Alpes? Alors, pour ce qui est du groupage, grossièrement, on compte un transit time donc door to port, donc pour l'acheminement, pour le temps entre l'enlèvement en Chine et donc le départ d'un train en Chine est d'environ 10 jours, et le temps entre l'arrivée dans un hub européen et la livraison en Rhône-Alpes ou ailleurs en France est d'environ 10 jours également. Pourquoi? Parce que donc en groupage, au départ comme à l'arrivée, il y a des opérations donc de groupage et dégroupage qui sont un peu plus chronophages, et c'est la raison pour laquelle ces délais donc door to port et port to door sont un peu plus élevés qu'en conteneur complet. Je vous propose de poser vos dernières questions puisque l'heure tourne. On a une question de la part de Eve qui nous dit: le ferroviaire est-il une bonne solution pour développer la green supply chain? Je permets d'ouvrir un peu la réponse et de dire tout dépend de ce qu'on appelle une green supply chain. Si vous êtes un consommateur important de transport aérien, la réalité, c'est que le transport ferroviaire aura probablement un impact carbone plus bas, c'est même quasiment certain. Et donc, ça peut, je dirais, être une solution intéressante pour diminuer l'impact carbone des transports et de vos choix de mode de transport. En revanche, il faut bien prendre en compte, je dirais, tous les paramètres qui rentrent dans le calcul du bilan carbone du ferroviaire pour se faire une idée, comment dire, personnelle de l'intérêt de ce genre de solution. Alors, une question. On parle majoritairement de Lorena, on parle majoritairement de l'Asie, mais qu'en est-il du développement du rail vers et depuis d'autres parties du monde? Comment voyez-vous le développement du rail dans les mois, années à venir? Alors, il y a un élément à prendre en considération qui est vraiment l'un des principaux drivers du développement de cet axe ferroviaire, c'est que la desserte ferroviaire entre la Chine et l'Europe correspond à un projet de nouvelle route de la soie qui est poussé qui est poussé de manière très forte par le gouvernement chinois, qui investit des sommes colossales pour améliorer cette desserte ferroviaire. Donc, il en résulte deux choses. La première, c'est que la desserte Chine-Europe, à proprement parler, va continuer à se développer. C'est sûr qu'il y aura des investissements dans les infrastructures, c'est sûr qu'il y aura des développements, des investissements sur le développement des vecteurs également, donc locomotives, châssis, conteneurs et terminaux. En revanche, deuxième élément qui découle de ça, comme cette stratégie découle d'une stratégie nationale, ça concerne pas forcément les pays voisins. En particulier, on nous avait pas mal posé de la question pour ce qui était de dessertes ferroviaires pour la Thaïlande, pour le Vietnam. Ça, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Le Thaïlande et le Vietnam ne sont pas encore reliés pour cette desserte ferroviaire cargo entre donc l'Asie et l'Europe. En revanche, il existe des solutions. On peut acheminer de la marchandise depuis le Vietnam ou la Thaïlande vers un hub chinois pour ensuite utiliser cette desserte, mais il n'y a pas de desserte ferroviaire directe de Thaïlande ou du Vietnam vers l'Europe.
Dernière question. Malheureusement, on a reçu un afflux de questions très important et on va essayer de tenir le timing. Une question sur l'existence ou le développement du ride depuis l'Inde. On passera une dernière petite slide pour la conclusion ensuite. Alors là encore, le service n'est pas encore opérationnel comme il l'est pour la Chine. Donc ce n'est pas comme ça rejoint un peu le raisonnement qu'on avait tout à l'heure. Ce n'est pas encore quelque chose qui est opérationnel et qu'on peut vous proposer. Parfait. Je profite de cette ouverture de la part de Jean pour tous vous remercier pour votre présence et les très nombreuses questions. Ce que je vous engage à faire, c'est de nous contacter directement si on n'a pas pu répondre à toutes ces questions-là. J'en profite pour remercier aussi évidemment Jean et Aliénor pour son témoignage qui, je l'espère, vous aura fait réaliser que le transport ferroviaire peut être une alternative intéressante. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous accompagner comme nous avons pu le faire pour un peu plus d'une 50aine de chargeurs sur les derniers mois. Je pense en particulier à certains de nos clients comme Cowboy, Jimmy Fairley, Esther Henry, Easy Peasy, Oh My Cream, etc. que nous avons pu accompagner sur ces sujets-là. Et puis je vous invite à nous contacter pour toutes les questions malheureusement auxquelles nous n'avons pas encore eu le temps de répondre. Et je vous remercie pour votre intérêt je dirais votre interactivité tout au long de ce débat-là. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter une très bonne journée, espérer que vous êtes en bonne santé et que vous supportez tant bien que mal les circonstances que nous vivons tous. Et puis je vous redis que nous sommes à votre disposition, toutes les équipes d'Oversea, pour répondre à tous les sujets que vous pourriez avoir là-dessus. Et merci à tous les messages de remerciements que je vois défiler, ils nous font chaud au cœur. Point très important aussi, on aura l'occasion d'organiser d'autres webinaires dans les semaines qui viennent. J'ai envie de dire, la main est chez vous. N'hésitez pas à revenir vers nous en nous proposant des sujets que vous souhaitez creuser, que ce soit des sujets géographiques, des sujets thématiques sur la douane, etc. On sera ravis de recevoir vos suggestions et de vous proposer un autre moment d'échange comme ça privilégié. Le dernier mot sera pour Aliénor. Merci pour ce témoignage et puis et merci pour cette belle collaboration.